Vous écoutez À Page Ouverte, le podcast qui vous recommande vos prochaines lectures. Un podcast de Raphaël Mariat. Les élèves se placèrent à côté de leur bureau pour réciter les slogans. La force par la discipline, la force par la communauté. Bientôt, la classe dans son ensemble se retrouva debout. Maintenant, il nous faut un symbole pour notre nouvelle communauté, déclare Ben. Après un instant de réflexion, il dessina au tableau une vague entourée d'un cercle. Ce sera notre logo. La vague évoque le changement. Elle représente un mouvement, une direction. À partir de maintenant, notre communauté, notre mouvement s'appellera la vague. Bienvenue dans cet épisode consacré à une histoire vraie. Un récit qui interroge notre rapport au pouvoir, au groupe et à la mémoire historique. Tout part d'une expérience d'un professeur d'histoire qui veut expliquer à ses élèves l'attitude de la population allemande face au nazisme. Vous avez certainement entendu parler de cette histoire, qui a d'ailleurs été adaptée en film. Mais avant d'être sur le grand écran, Todd Strasser s'en est inspiré pour son roman « La vague ». En ouverture d'épisode, je vous ai lu l'extrait qui marque le début de cette expérience. Sortez vos livres d'histoire, replongez dans vos années lycée et découvrez comment une classe ordinaire bascule dans une dynamique totalitaire. Ce que je vais vous raconter est basé sur des faits réels. Ils ont eu lieu en 1969. Dans un lycée américain, le professeur d'histoire Ben Ross prépare son cours sur le nazisme. Il veut enseigner à ses élèves comment Hitler a pu entraîner tout un peuple dans sa folie totalitaire. Ben décide de leur montrer un documentaire sur les camps de concentration. Les lycéens restent sous le choc des corps squelettiques. Même si Monsieur Ross a déjà vu ce film de nombreuses fois, il ne supporte toujours pas ces images qui témoignent de la cruauté impitoyable de l'humanité. Pendant la projection, il explique à ses élèves qui était Hitler et comment il a procédé à la solution finale. À la fin du documentaire, Ben leur avoue ne pas vouloir les choquer avec ce film. Il veut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils viennent de voir. Une élève lui demande si tous les Allemands étaient nazis. Et la réponse du professeur, indiquant que seulement 10% de la population allemande appartenait au parti nazi, provoque une lourde incompréhension. Pourquoi personne n'a essayé de les arrêter ? Ben lui répond que même si les nazis étaient une minorité, ils étaient très bien organisés et plongeaient le reste de la population dans la terreur. Il précise aussi que certains Allemands espéraient que les nazis allaient redresser le pays suite à une très forte inflation qui a pratiquement ruiné le pays. Et là, Ben Ross prononce une phrase qui retient l'attention de toute sa classe. De toute façon, après la guerre, la plupart des Allemands affirmèrent qu'ils ne savaient rien des atrocités commises. Ce qui provoque l'indignation de Eric qui répond à son professeur « C'est n'importe quoi. Comment pourrait-on massacrer 10 millions de gens sans que personne s'en aperçoive ?» D'autres élèves ont la même réflexion. Les jeunes ne comprennent pas. Pourquoi tant de passivité ? Pourquoi personne ne s'est opposé ? Alors plutôt que de donner une réponse théorique, Ben Ross décide de mener une expérience pédagogique. Et il l'applique dès le lendemain. Un cours d'histoire ordinaire, en somme. Mais l'atmosphère changea lorsque les lycéens remarquèrent la phrase écrite en grosses lettres au tableau. La force par la discipline. Une fois qu'ils furent installés, le professeur commença le cours. Aujourd'hui, je vais vous parler de discipline. Quand je vous parle de discipline, je vous parle en fait de pouvoir, déclara-t-il en serrant le poing pour donner de la force à son propos. Et de réussite. La réussite par la discipline.
Y a-t-il quelqu'un dans la classe que le pouvoir et la réussite n'intéressent pas ? L'expérience de la vague prend toute sa force quand on la rapproche de l'histoire réelle du nazisme. En quelques jours, un professeur parvient à créer dans un simple lycée américain les mêmes dynamiques que celles qui ont façonné l'Allemagne des années 30. Le premier parallèle, c'est celui de la propagande. Comme Hitler avec ses discours, Ben Ross utilise des slogans simples, directs et frappants. La force par la discipline, la communauté, l'action. Ces mots courts et percutants ne laissent pas de place à la nuance. Ils sont faits pour marquer les esprits et s'imprimer dans la mémoire. Répétés en chœur par la classe, ils créent une impression de force collective et donnent aux élèves l'illusion d'un idéal commun supérieur à leurs différences individuelles. C'est exactement ainsi que fonctionnaient les grands rassemblements nazis, orchestrés avec une précision millimétrée. Les discours d'Hitler, souvent longs et enflammés, étaient ponctués de slogans simples que la foule reprenait à l'unisson. Ce mécanisme transformait chaque individu isolé en une partie de masse compacte, soudée et galvanisée par une énergie commune. L'effet psychologique était puissant. En scandant ensemble les mêmes mots, on cessait d'être soi pour devenir le peuple, une entité collective apparemment invincible. Revenons sur l'expérience de 1969. Ben Ross demande à ses élèves de se lever en rythme, de marcher d'un pas assuré et synchronisé. Ils doivent faire plusieurs allers-retours entre le couloir et leur classe jusqu'à ce que tout soit parfait. Il les chronomètre, les observe et leur donne des ordres comme à l'armée. Une vraie marche militaire s'installe petit à petit sans que les élèves prennent conscience de l'impact que ça va produire sur eux. Ensuite, il établit 3 nouvelles règles de cours. 1. Apporter ses propres affaires pour prendre des notes. 2. Se lever et se mettre à côté de sa table pour poser une question ou y répondre. 3. Commencer ses interventions orales par « Monsieur Ross ». Au prochain cours, nouvelle surprise de la part du professeur. Il dessine au tableau une vague, le symbole officiel de son mouvement. Il annonce également que le nom de cette nouvelle communauté sera par conséquent la vague, pour renvoyer l'image du changement et de la direction. Ben invente aussi un salut, une vague formée avec la main droite pour ensuite la frapper sur l'épaule gauche. Le temps passe et de nombreux jeunes intègrent le mouvement. Ils prennent tous au sérieux la vague. Ce n'est pas un simple jeu pédagogique amusant. Laurie, une étudiante de Monsieur Ross, s'occupe du journal du lycée. Elle reçoit une lettre anonyme concernant la vague. Je suis en première, ici, au lycée Gordon. Il y a 3 ou 4 jours, mes amis et moi avons entendu parler de cette espèce de mouvement, la vague, que tous les terminales rejoignaient. On a constitué un petit groupe pour assister au cours de Monsieur Ross afin de se faire une idée. À la fin du cours, un élève de terminale nous a arrêtés dans le couloir. Il nous a prévenus que, bientôt, les membres de la vague ne voudraient plus d'amis en dehors du mouvement. Il a même déclaré que je perdrais tous mes amis si je ne les rejoignais pas. Un meeting de la vague est organisé au gymnase du lycée pour attirer d'autres élèves à rejoindre le mouvement. À ce moment-là, Ben Ross, qui n'avait au départ qu'une intention pédagogique, commence à réaliser qu'il est allé trop loin. Il se sent dépassé par sa propre création, prisonnier du rôle de meneur qu'il a lui-même instauré. La vague s'est même introduite dans l'équipe de football du lycée. Les élèves, eux, ne considèrent plus Ben Ross comme un simple professeur. Ils le voient comme un véritable guide, leur chef suprême. La relation d'enseignement s'est transformée en relation de soumission, où la parole de Ben a valeur d'ordre et où l'esprit critique s'efface derrière l'adoration du leader.
La vague, qui devait être qu'une expérience temporaire, se mue alors en une véritable secte scolaire. Tout y est, les slogans répétés, le salut codifié, la pression du groupe, la peur de l'exclusion et la fascination pour un chef dont l'autorité semble incontestable. Même ceux qui doutent n'osent plus s'exprimer, de peur d'être marginalisés ou persécutés. Jusqu'où ira tout cela ? Vous savez ce que je vais vous répondre. Lisez le livre pour le découvrir, car je n'aime pas vous dévoiler la fin d'une œuvre. L'expérience de la vague met concrètement en scène l'embrigadement de la jeunesse. Dans le roman, les adolescents ne sont plus seulement des élèves ordinaires. Ils deviennent des membres d'un mouvement. Cette organisation hiérarchisée transforme l'espace scolaire en un véritable microcosme militarisé, où chacun a sa fonction et où la loyauté au groupe prime sur toute réflexion personnelle. Ce dispositif rappelle directement la jeunesse hitlérienne, imposée dans l'Allemagne nazie dès les années 30. Là aussi, les enfants et adolescents étaient intégrés très tôt dans un système structuré. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, séparés par les tranches d'âge et soumis à un programme de discipline, d'activité physique et de formation idéologique. L'objectif était clair: briser l'individualité, effacer les différences et inculquer une obéissance aveugle au Führer. À travers des chants, des serments, des uniformes et des rituels, la jeunesse allemande se voyait peu à peu dépossédée de son libre arbitre. Dans l'Allemagne des années 30 et l'expérience de 1969, on exploite les mêmes ressorts psychologiques. L'énergie débordante des jeunes, leur enthousiasme naturel, mais aussi leur besoin vital d'intégration et de reconnaissance. L'adolescence est un âge où l'on cherche à appartenir à un groupe, à trouver sa place dans une communauté. La vague, comme la jeunesse hitlérienne, répond parfaitement à ce besoin. Elle offre un sentiment de fraternité, d'égalité et de puissance collective. Mais derrière cette façade séduisante, les jeunes deviennent des instruments d'un système qui les dépasse, prêts à sacrifier leur esprit critique et même leurs valeurs pour ne pas être exclus. Plusieurs livres ont décrit l'influence et l'impact du totalitarisme dans le monde. Voici 3 recommandations. 1984 de George Orwell imagine une société contrôlée par un pouvoir totalitaire proche du marxisme et du nazisme. Publié en 1949, ce roman a projeté ses contemporains dans une future dictature où la population doit se plier à toutes les règles extrêmes sous peine de lourdes punitions. La psychologie de masse du fascisme de William Reich nous montre que le fascisme vient de l'irrationalité de l'individu moyen causée par la répression de ses besoins et pulsions depuis des siècles. Dans Svatitska Night, Katharine Burdekin imagine ce qu'il se serait passé si l'Allemagne nazie avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Elle se projette dans un monde où l'Allemagne nazie règne partout. Mais serait-il possible de tout renverser ? Voilà, la littérature permet de dénoncer de nombreux dangers politiques et intellectuels. Alors servons-nous-en pour comprendre, ne pas oublier et ne pas reproduire. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.